Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45 dont voici les titres. La musique métal est célébrée ce 12 décembre. C'est un genre musical qui se distingue par le port de masque et l'effort physique, tout cela dans un accoutrement de bad boy. Et puis omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet aujourd'hui à n'importe qui, où qu'il se trouve, de rester en contact en permanence. Mais les ondes électromagnétiques dégagées par ces appareils ne sont pas sans influence sur la santé. Enfin, si le sel est essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, eh bien un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences également sur la santé. Un reportage va nous édifier. Je le disais dans les titres, eh bien, ce 12 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique métal. Toujours mal reconnu, j'allais dire, comme un genre musical à part entière, eh bien, sa particularité est le port de masque, l'effort physique dans un accoutrement de bad boy. À la maison, au travail ou en voiture, eh bien, il est conseillé aujourd'hui de jouer et de monter fort le volume pour faire connaître davantage ce genre de musique. Mais quel est-il? Eh bien, suivons ce reportage pour en savoir davantage. Voilà une journée qui passe inaperçue et qui jusqu'à présent n'avait pas fait beaucoup de bruit. La journée mondiale de la musique métal a été initiée par Hiram Matthew Collins, un fan de métal, souhaitant trouver une monde entier. Les amateurs de cette musique sont facilement remarquables grâce à leur habillement. La musique métal a toujours du mal à être reconnue comme genre à part entière par les amateurs de la musique. Cela peut suffire en soi à justifier l'existence de cette journée si elle nous permet au moins de nous poser la question. On parle à présent de l'utilisation des téléphones portables dont justement l'utilisation ne cesse d'augmenter chez les jeunes qui malheureusement ne se rendent pas compte des effets potentiellement dangereux sur leur santé. Tenez par exemple, les ondes magnétiques qu'ils dégagent seraient nocifs au cerveau humain. C'est du moins ce que nous dit un docteur neurologue à travers cette interview. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation du téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes et le reprendre le lendemain. Comme ça, vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire.
Direction vos cuisines à présent pour parler du sel, cet élément essentiel pour réussir les recettes. Cet ingrédient est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs nécessaires au corps humain. Alors, quel type de sel est le plus sain et comment conserver pour lui faire garder toute sa qualité? Précision dans cet élément. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, crus, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Direction la Centrafrique. Non loin de Bangui, la capitale, des entrepreneurs tentent de se lancer dans la production du manioc. C'est d'ailleurs l'aliment de base dans le pays. Le tubercule s'adapte parfaitement au climat et malgré les nombreuses difficultés que rencontrent les entrepreneurs, ils n'entendent pas se décourager. Correspondance de nos confrères de France 24. En sol sablonneux, des pluies quotidiennes, des conditions idéales pour faire pousser le manioc dans ce champ situé en périphérie de Bangui. Oui, c'est la parcelle mise en jachère de l'autre côté. Voilà. Nous avons au moins 4 hectares. Okay. Johan est le directeur de l'une des premières exploitations semi-industrielles dans le pays. Mais faute de moyens mécaniques, la récolte se fait encore manuellement. Pour trouver le précieux tubercule, il faut déraciner son arbre. Et voilà, un bébé bien potelé. Ouais, c'est ça. Un gros bébé. Ouais. De retour en Centrafrique après des études d'agronomie en Chine, le jeune entrepreneur veut aider son pays à atteindre l'autonomie alimentaire. Un défi titanesque. On importe encore le manioc malheureusement. Le besoin aujourd'hui est estimé à 800-900 000 tonnes à l'année. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas encore à produire même pas 400 000 tonnes à l'année. À 2 pas de là, ses employés épluchent, découpent et lavent le manioc avant de le sécher au soleil.
On récolte ce qu'on peut travailler le jour et on garde le reste pour demain. Par semaine, on peut donc produire de bonnes quantités, au moins 5 tonnes ou plus. La farine pour la pâte et les feuilles pour la sauce sont ensuite emballées, prêtes à la consommation. Voilà, alors là, nous le vendons sur le marché à 500 francs CFA. Un prix supérieur à celui du marché, mais un produit de meilleure qualité. L'entreprise de Johan a aussi l'ambition de trouver de nouveaux débouchés. C'est un vera. Comme transformer les épluchures en aliments pour le bétail. Comme le manioc est riche en énergie, on préfère mieux le manioc que le maïs. Parce que le maïs ici c'est cher, ça les nourrit bien et puis ça les grossit. Comme vous voyez, ils sont bien gras là. Sur le continent, le manioc est l'aliment le moins cher et le plus facile à produire. Sa production intensive pourrait permettre de pallier le risque de famine en Centrafrique. Ce sera donc tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de semaine à toutes et à tous. À bientôt.